Bonjour les élèves, rendus à la prochaine leçon. La semaine passée, on a fait la leçon sur le pourcentage massique. Puis aujourd'hui, on va faire une leçon qui ressemble un peu. Le but de la leçon aujourd'hui est essentiellement le même. C'est de trouver une méthode mathématique, comme le pourcentage massique, pour nous permettre d'identifier des composés chimiques. Bon, ça veut dire que je fais une expérience avec du fer puis de l'oxygène. Je fais rouiller du fer essentiellement pour me donner un oxyde de fer, d'arouille. Dire que dans l'expérience, j'ai pris 8,5 grammes de fer. Puis je fais réagir ça avec l'oxygène dans l'air. Puis quand j'ai mesuré la masse de la rouille finale, je suis arrivé avec une masse de 12,2 grammes au total. Avec ces deux-là, je peux déduire qu'il y a 3,7 grammes d'oxygène qui réagit à partir de l'air. Maintenant, si je regarde dans le tableau périodique le fer a plusieurs charges possibles. Il y a une charge de 6+, de 3+, puis de 2+, qui sont possibles. Ça veut dire qu'il y a plusieurs oxydes de fer possibles. Quand je regarde dans mes choses, si j'écris la formule chimique de chacun de ces oxydes-là, en me servant des différentes charges que je viens de trouver, je vais être capable de déterminer c'est quoi le pourcentage massique du fer pour chaque possibilité. Ça fait qu'avec le 2+, 2-, tout ça avec les charges, j'obtiens les trois formules suivantes. Si je détermine le pourcentage massique du fer dans chacun des trois cas, à ce moment-là, ça va me donner une base pour comparer avec mon expérience. Si on regarde, voici les trois pourcentages de fer qu'on retrouve dans chacune des possibilités qui sont indiquées ici. Si je compare ça maintenant avec mon expérience, si je prends les données de mon expérience puis je vérifie le pourcentage massique que j'ai expérimentalement obtenu, je peux prendre cette valeur-là et la comparer avec ceux-là qui sont les trois différentes possibilités pour le fer. C'est à ce moment-là que je peux identifier que dans l'expérience que j'ai faite, c'était le Fe2O3 qui était la formule chimique de mon composé. Ce calcul-là fonctionne très bien pour les composés ioniques parce que justement, il y a un nombre limité de charges, ça veut dire qu'il y a un nombre limité de molécules. Pour le fer et l'oxygène, il y en avait juste 3. Mais si je prends du carbone et de l'hydrogène, deux non-métaux qui forment des composés covalents, vu qu'il n'y a pas de charge impliquée et que c'est un partage d'électrons, à ce moment-là, le nombre de molécules il est infini. Puis non seulement il est infini, plusieurs de ces molécules-là ont le même pourcentage massique les unes que les autres. Ça fait que cette méthode-là ne nous aiderait pas. Elle ne serait pas efficace. Je ne me vois pas faire ce calcul-là infini fois pour déterminer c'est quoi la formule chimique. Il a fallu qu'on trouve quelque chose d'autre. C'est un calcul qu'on appelle le pourcentage. C'est un calcul qu'on appelle la formule empirique. Blooper, il est dedans. Bon, on va commencer un peu comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-là, au lieu de prendre un composé ionique, on va prendre deux atomes non métalliques, puis on va le faire avec un composé covalent. Du carbone et l'hydrogène, si je combine ça, ça va me donner un certain hydrocarbure. Maintenant, si je vais voir dans le tableau périodique, je peux voir que le carbone a une masse de environ 12 grammes pour chaque mol, puis l'hydrogène, c'est environ 1 gramme pour chaque mol. Pour l'hydrocarbure, j'ai aucune idée parce que je ne connais pas sa formule. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire une expérience dans laquelle je vais faire réagir une certaine quantité de carbone, disons 5 grammes. Je fais réagir ça avec l'hydrogène puis après l'expérience, je mesure la masse de mon hydrocarbure produit. Si j'arrive avec 5,83 grammes, ça me permet de conclure que l'hydrogène, il y en a 0,83 grammes qui ont réagi. Maintenant que j'ai ces quantités-là, je vais prendre cette information-là, puis la masse de carbone et la masse d'hydrogène qui a réagi, ces deux éléments-là, je vais convertir ça en mol. Je vais déterminer essentiellement combien de mol ça représente 5 grammes de carbone, puis combien de mol ça représente 0,83 grammes d'hydrogène. Ça fait que pour faire ce calcul-là, c'est comme on avait déjà fait à l'autre une couple de leçons passées. Je vais écrire la quantité que j'ai de 5 grammes de carbone. Je convertis ça en mol, ça veut dire que je mets gramme en bas, mol en haut. Une mol représente environ 12 grammes. Je fais le calcul, puis j'obtiens que 5 grammes, ça représente à peu près 0,4 mol pour le carbone. Je refais exactement la même chose pour l'hydrogène. Je mets la masse d'hydrogène que j'ai ramassée. Je multiplie ça, je prépare ma parenthèse, mais je mets gramme en bas pour l'annuler, mol en haut. Pour une mol d'hydrogène, c'est environ 1,0079 grammes. Je fais le calcul, puis j'arrive que cette quantité d'hydrogène représente environ 0,8 mol d'hydrogène. Ça, c'est un chiffre c'est deux chiffres bizarres, ça n'a pas l'air à m'aider pour tout de suite, mais c'est un rapport de mol entre les deux. Si je divise ces deux nombres-là par le plus petit des deux, ça va me donner ce qu'on appelle en mathématiques le rapport unitaire. Combien un par rapport à l'autre. Ça fait que c'est ce que je vais faire. Je vais diviser chacun des nombres par le plus petit. Dans ce cas ici, c'est 0,4162. Je divise ces deux nombres-là. Puis j'obtiens le rapport de 1 par rapport à 1,98 quand je fais ce calcul-là, qui est arrondi à environ 1 par rapport à 2. Ce qui veut dire que la formule empirique de cette molécule-là, ça veut dire le rapport mathématique le plus simple,
c'est 1 carbone par rapport à 2 hydrogènes. C'est ça qu'on appelle la formule empirique. Il faut comprendre que la formule empirique, ce n'est pas nécessairement la formule chimique. C'est le rapport mathématique le plus simple. Fait qu'en ayant C1H2, mais la formule chimique pourrait être C2H4, C3H6, C10H20, C100H200. Je ne le sais pas. Mais au moins, j'ai maintenant limité mes possibilités. Maintenant, pour trouver la formule chimique elle-même, ben, il me manque une information que je vais pouvoir aller chercher avec un outil expérimental qu'on appelle un spectromètre de masse. C'est une machine qui a été inventée pour déterminer pour déterminer la masse molaire d'une molécule. D'un côté, j'ai le spectromètre de masse qui me permet de déterminer c'est quoi la masse molaire de la substance sans connaître c'est quoi sa formule chimique. Puis d'un autre côté, j'ai un calcul de formule empirique qui me permet de trouver c'est quoi le rapport mathématique le plus simple de la formule chimique, mais sans connaître la masse molaire. Si je combine ces deux-là, je vais être capable de résoudre le problème. Ça fait que je reprends exactement la même expérience que tout à l'heure, mais cette fois-là, j'ai l'information supplémentaire avec le spectromètre de masse. Je sais maintenant que ma molécule finale, mon composé final, a une masse de 56,01 grammes. Je n'avais pas cette information-là avant. Ça fait que le calcul change un peu. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, en connaissant la masse réelle, la masse molaire réelle de la substance, je peux déterminer quelle proportion de cette masse-là appartient au carbone, en faisant comme un genre de pourcentage de cette masse-là, et ensuite je convertis ça en mol, comme tout à l'heure. Je refais exactement le même calcul avec l'hydrogène. Je vérifie c'est quoi la proportion de cette masse-là qui appartient à l'hydrogène, puis j'oublie pas de le convertir en mol à la fin. S'il n'y a pas d'erreur de calcul, tu vas obtenir exactement le bon rapport mathématique pour la formule chimique représentant le nombre de chaque atome de carbone hydrogène dans la molécule. Ça fait que c'est à peu près ça. En résumé, le pourcentage massique, c'est très bon pour les composés ioniques. La formule empirique, c'est nécessaire pour les composés covalents, mais ça prend un spectromètre de masse pour être capable de passer de la formule empirique jusqu'à la formule moléculaire. Peut-être une dernière chose à dire, la formule moléculaire est toujours un multiple de la formule empirique. Si ta formule empirique, c'est C4H5, ben, ta formule moléculaire pourrait être C4H5, comme ça pourrait être C8H10. Ça pourrait être un multiple de cette formule empirique-là. C'est ça. Ça fait qu'on se revoit à la prochaine leçon. Salut!